Tirondin fête son anniversaire. C'était une belle nuit d'été. Tous les animaux dormaient dans la forêt du bois bossu. Pendant que Tirondin, son petit-fils, rêvait encore dans son lit, Mère Torse-Branche enfila sa robe de chambre et descendit à pas de loup dans la cuisine. Là, elle alluma une bougie et elle commença à écrire plusieurs lettres d'invitation. Le lendemain matin, Tirondin s'éveilla de très bonne humeur. Aranéa, l'araignée magique qui logeait dans son chapeau, se balançait joyeusement devant son nez. « Bon anniversaire, cher Tirondin !» claironna-t-elle en déposant un petit baiser sur son nez. « Merci, Aranéa !» dit Tirondin tout ému. Puis, il alla se regarder dans la glace et demanda « Crois-tu que j'ai grandi ?»« Mais oui, certainement !» le rassura Aranéa. « Tiens, j'ai un cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. »« Comme tu es gentille !» s'exclama Tirondin en ouvrant le paquet. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un cache-nez !» précisa l'araignée. « Mais il est tout petit !» s'effara Tirondin. « J'ai eu un petit ennui !» lui expliqua l'araignée. « J'en avais tricoté un grand, mais il était trop étroit. Alors j'ai cherché une formule magique afin de l'élargir, et il a rétréci. J'avoue qu'on dirait un cache-nez pour araignée. »« Ça ne fait rien, » déclara Tirondin. « C'est ton intention qui compte. Tu le porteras à ma place. » Mère Torse-Branche, elle aussi, avait préparé une surprise. Elle s'échappa de la maison sans faire de bruit, glissa une enveloppe dans la boîte aux lettres, puis frappa à la porte et se cacha derrière un arbre. Quand Tirondin découvrit l'envoi, il s'écria « Oh, Aranéa, une lettre pour moi !» Il ouvrit l'enveloppe et lut à voix haute « Cher Tirondin, je t'ai préparé une surprise pour ton anniversaire. Pour la trouver, tu devras résoudre 3 énigmes. Voici la première. Il vit sous terre et ne voit pas, mais pourtant guidera tes pas. Bonne chance, Mère Torse-Branche. »« J'ai trouvé !» s'écria Tirondin. « C'est Tâton la taupe !» Et il s'élança en courant vers la forêt. De sa cachette, sa grand-mère le vit partir en souriant malicieusement. « Et voilà, ça marche comme sur des roulettes, dit-elle. À présent, je vais pouvoir tout préparer tranquillement. » Tirondin arriva bientôt devant le logis de la taupe et frappa à la porte. « J'arrive, j'arrive !» fit une petite voix agacée. « Pas la peine de frapper si fort, je ne suis pas sourd. » Tâton la taupe ouvrit, trébucha et s'affala de tout son long. « Malheur !» marmonna-t-il. « C'est la 10e fois que je tombe ce matin. Je suis tout couvert de bleu. » Puis, se relevant, il demanda « Tu voulais me voir ?»« Oui, » expliqua Tirondin. « C'est au sujet de la surprise de ma grand-mère pour mon anniversaire. Tu es au courant ?»« Attends, » répondit Tâton la taupe, en butant contre le pied de Tirondin. « Ça me dit quelque chose. » Mais il était si occupé à rassembler ses souvenirs qu'il se prit les pieds dans une racine et tomba, la tête la première, au beau milieu des fougères. Tirondin l'aida à se remettre debout. « Ça y est, je me souviens, » annonça soudain Tâton la taupe. « Écoute bien. Ce vert animal coassant te guidera en bondissant. » Et la taupe rentra chez elle, en laissant Tirondin interdit. « Je n'y comprends rien. Aranéa, sais-tu ce que cela veut dire ?»« Quoi donc ?»« Cette histoire d'animal vert. »« Mais oui, bien sûr, il s'agit de Gribouille la grenouille. Allons la trouver. » Tirondin découvrit Gribouille assise sur un nénuphar près de la mare au miroir. « Bonjour Gribouille, fit-il. »« Chut, murmura la grenouille. Il y a une libellule là. »« Oui, chuchota Aranéa. Elle a l'air délicieuse. »« Cela fait 1 heure que je la guette, poursuivit Gribouille. Je crois qu'elle s'est endormie. »« Aranéa peut t'aider si tu veux, proposa aimablement Tirondin. Elle attrape toutes sortes d'insectes. Mais cette proie-là
Gribouille se l'était réservé pour elle seule. Tout à coup, elle bondit, tandis que la libellule s'envolait tranquillement. Gribouille, déconfite, tomba dans la mare avec un grand plouf. Lorsqu'elle refit enfin surface, elle toussait et crachait. Tirondin l'aida à remonter sur la berge. « Ah, cette fois-ci, j'ai bien failli la voir !» se vanta fièrement Gribouille. Pendant qu'elle se séchait avec une grande feuille de chêne, Tirondin lui demanda si Mère Torsebranche n'avait pas laissé un message pour lui. « Certainement !» répondit Gribouille. Et elle récita d'un trait « Celui par qui tu sauras tout est entre Genou et Joujou. » Bijou, Caillou, Chou, Genou, chercha Tirondin. « Je sais, il s'agit sûrement d'Hubert le hibou. » Il remercia la grenouille et courut vers le tronc d'arbre où habitait le vieil Hubert. Celui-ci faisait un petit somme devant son logis. « Bonjour !» lui lança Tirondin, fort énervé. « Bonjour, Tirondin !» grommela le hibou. « T'es-tu bien amusé à ta petite fête d'anniversaire ?»« Quelle fête ?» s'étonna Tirondin. « Oh, que je suis idiot! J'ai dû me tromper de jour !» marmonna le hibou. « Mais non, c'est bien aujourd'hui mon anniversaire, reprit Tirondin. »« Décidément, soupira le hibou. Je ne suis pas encore réveillé. Attends-moi ici. J'ai quelque chose pour toi de la part de Mère Torsebranche. » Hubert disparut dans son logis et en revint avec une enveloppe que Tirondin s'empressa d'ouvrir. À l'intérieur, il découvrit une invitation pour la fête organisée en son honneur. « Vite, vite, Aranéa !» s'impatienta-t-il. « Rentrons à la maison !» Quand Tirondin ouvrit la porte, tout le monde était déjà réuni et chacun s'époumonna. « Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Tirondin !» Quelle merveilleuse surprise! Mère Torsebranche avait préparé des tas de succulentes pâtisseries et elle avait invité tous les amis de Tirondin, et même ceux d'Aranéa. Laurier l'arme à l'œil, Gribouille la grenouille et Tâton la taupe battaient tous joyeusement des mains. Monsieur Trouve-de-Tout jouait du trombaphone, un grand instrument de son invention, tandis que le champignon chapelier chantait à tue-tête en agitant son chapeau. Mère Torsebranche alluma les bougies qu'elle avait placées tout en haut du beau gâteau d'anniversaire et Tirondin grimpa sur un tabouret pour les souffler tout à la fois. À cet instant précis, quelqu'un frappa à la porte. C'était Hubert le hibou qui bâillait et clignait des yeux. « J'espère que je ne suis pas trop en retard, » s'excusa-t-il à la ronde. « Je me suis stupidement endormi au moment de me mettre en route. »« Mais non, vous arrivez juste à temps pour déguster mon gâteau, » commenta Tirondin. Tous les habitants de la forêt du Bois Bossu, jusqu'aux plus petits, reçurent une part du magnifique chef-d'œuvre. Et tous furent d'accord pour déclarer qu'on n'avait jamais vu plus belle fête d'anniversaire. Tirondin chasse la courgette. Ce matin-là, lorsque Tirondin entra dans la cuisine, Mère Torsebranche, très affairée, était déjà en train de préparer le repas. « Voyons, murmurait-elle. Une poignée d'œufs de grenouille, une pincée de sable et quelques champignons vermoisis. Ce sera sûrement succulent. »« Pouah !» fit Tirondin. « C'est une nouvelle recette ?»« Oui, et je vais la baptiser Ragoût Torsebranche. »« Pourquoi donc fais-tu la grimace ? Tu sais bien que je ne mets que des bonnes choses dans mes ragoûts. » Tirondin avisa un plat rectangulaire. « Et ça ?» demanda-t-il. « Pourquoi est-ce faire ?»« C'est un plat à courgettes, » précisa Mère Torsebranche. « À courgettes ? Et c'est quoi une courgette ? Je n'en ai jamais vu. Cela se cuit-il au four ?» s'informa Tirondin. Une lueur de malice brilla dans les yeux de Mère Torsebranche. « Avant de la cuire, il faut d'abord l'attraper, » précisa-t-elle en riant sous cape. La curiosité de Tirondin était piquée au vif. Il insista. «
À quoi ressemble une courgette? A-t-elle 6 cornes, ou 3 yeux, ou une jambe de bois? Oh là là, quelle imagination! Se récria Mère Torsebranche. Non, cela ressemble à une saucisse verte et jaune. Veux-tu en attraper une? Oh oui, s'empressa Tirondin. Et nous pourrons la manger ce midi? Si tu veux. Acquiesça Mère Torsebranche. Tiens, prends cette boîte pour l'attraper et emmène ton araignée avec toi. Aranéa, l'araignée magique qui vivait dans le chapeau de Tirondin, pointa la tête hors de son logis pour marquer son assentiment. Et ils partirent tous deux à la chasse à la courgette. En chemin, Tirondin demanda à tous les amis qu'il rencontrait s'ils n'avaient pas vu une courgette. En vain. Le champignon chapelier secoua son chapeau de gauche à droite et les chênes chatouilleurs, navrés, haussèrent leurs rameaux. Tirondin commençait à perdre courage quand il entendit un bruit léger, comme si quelqu'un ou quelque chose bougeait dans les buissons. Vite, il courut installer son piège. Il posa la boîte à terre en l'appuyant contre un solide bâton, autour duquel il noua l'extrémité d'une corde. Puis, il alla se cacher derrière un tronc d'arbre en tenant l'autre bout. Là, il attendit patiemment. Le bruit s'amplifia de plus en plus et finalement, une sorte de grosse saucisse verte et jaune pénétra dans la clairière. Oui, c'était une courgette. Elle avança en se dandinant, heurta un tronc d'arbre, recula, trébucha sur une racine, puis se dirigea vers la boîte et... « Je la tiens !» hurla Tirondin. Et il tira sur la corde de façon à faire basculer le piège sur la courgette. Il était fort étonné de n'entendre aucun cri de rage et de ne pas voir le piège se soulever ou s'agiter dans tous les sens. Il s'approcha doucement et colla son oreille contre la boîte. Il perçut alors de toutes petites voix tremblantes. « Au secours! Au secours !» Risquant un coup d'œil à l'intérieur, Tirondin découvrit autour de la courgette une multitude de petites fourmis. « Sauf qui peut !» crièrent-elles en le voyant. « N'ayez donc pas peur !» les rassura Tirondin. « Je ne vais pas vous faire de mal. Je voulais seulement attraper une courgette. » À ces mots, les fourmis se roulèrent de rire sur le sol. « On n'attrape pas une courgette !» expliqua la fourmi reine. « C'est un légume. Nous étions en train d'en transporter une. » Tirondin comprit aussitôt que Mère Torsebranche s'était moquée de lui et il rougit de sa bêtise. « Mais que vouliez-vous faire avec une courgette ?» demanda-t-il aux fourmis. « Viens avec nous jusqu'au bord du ruisseau et tu comprendras, » répondit la fourmi reine. Les fourmis grimpèrent toutes sur le chapeau de Tirondin qui se dirigea avec elles vers le ruisseau. Chemin faisant, il demanda à la minuscule souveraine « Comment t'appelles-tu » ? « Fourmicette, » lui répondit-elle. Pendant ce temps, ces petites sujettes couraient dans tous les sens sur le chapeau de Tirondin. Excédée, Aranéa finit par se fâcher tout rouge. « Je suis chez moi ici !» grogna-t-elle. « Ce n'est pas un hôtel !» Et elle referma sa porte d'un geste rageur. Dès qu'il arriva au bord du ruisseau, Tirondin devina pourquoi les fourmis étaient allées chercher une courgette. La pluie avait fait monter le niveau de l'eau et le ruisseau menaçait de déborder. Or, la fourmilière se dressait juste sur la berge et risquait donc d'être détruite. « La courgette, c'était pour faire une digue et empêcher votre fourmilière d'être inondée ?» s'informa Tirondin. « Exactement, » approuva Fourmicette. « Mais je doute que cela réussisse. »« Je connais quelqu'un qui pourra vous aider plus efficacement, » assura Tirondin. Et il essaya de convaincre son araignée magique, toujours fort mécontente. « Réfléchis, Aranéa. Si tu aides les fourmis, elles resteront ici, au bord du ruisseau, et te laisseront tranquille. »« Bon, ça va, » concéda Aranéa. « Attends, je cherche une formule dans mon livre. Ah, voilà ce qu'il nous faut, » ajouta-t-elle en agitant vivement sa baguette. « Maçonnage et colmatage, construisez sur ce rivage une digue ou un barrage. »
Les fourmis se mirent tout d'abord à sautiller de joie en voyant jaillir des gerbes d'étincelles. Puis, elles poussèrent un cri d'horreur, car la fourmilière avait disparu. « Ça y est, je me suis de nouveau trompé, soupira Aranea. Au lieu de barrage ou digue, j'ai dit barge qui navigue. » Courant sur la rive, les fourmis aperçurent, en effet, leur fourmilière qui voguait sur un joli bateau vert. « Mais tu es génial !» s'écria Formicette. « Crois-tu » s'étonna modestement l'araignée. « Mais oui, voyons !» dit à son tour Tirondin. « Maintenant, elles ne devront plus craindre les inondations. Il nous suffira de les promener sur le ruisseau et de jeter l'ancre où il leur plaira. »« Vive Tirondin et Aranea !» applaudirent les fourmis. « Comment vous remercier ?» ajouta Formicette. Tirondin prit alors la fourmi reine sur son doigt. « Peut-être pourrais-tu me rendre un service ?» murmura-t-il. Et il chuchota quelque chose à l'oreille de sa nouvelle amie. Quand Tirondin rentra chez lui, sa grand-mère l'attendait dans la cuisine. « Alors, as-tu attrapé une courgette ?» interrogea-t-elle narquoisement. « Bien sûr !» répondit Tirondin avec assurance. « Regarde dans la boîte. »« Voyons voir ça !» ricana la grand-mère. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. La courgette sauta de la boîte et courut dans la cuisine, renversant tout sur son passage. Mère Torsebranche grimpa alors sur un tabouret où elle se mit à hurler. Mais la courgette, toujours portée par les fourmis, se précipita droit sur le tabouret et Mère Torsebranche se retrouva dans la marmite de ragoût. « Je croyais que tu ne mettais que des bonnes choses dans ton ragoût, » octa Tirondin. Mère Torsebranche, bonne joueuse, s'esclaffa si fort que son rire contagieux se répandit aussitôt dans toute la forêt du bois bossu. Tu liras une nouvelle aventure de Tirondin à la page 48. 12 lutins. Dans le verger du père Martin, dès que reviennent les beaux jours, 12 méchants petits lutins multiplient les vilains tours. Sans vergogne, à la nuit tombée, ils se bombardent de cerises, choisissant à la dérobée de quoi combler leur gourmandise. Ils se glissent entre les branches et grimpent en haut des poiriers. Ils dissimulent dans leurs manches les trésors des arbres fruitiers. Ils raffolent des pommes sûres et des framboises vermeilles. Ils adorent le jus des mûres et se délectent des groseilles. Ils savourent les figues juteuses qu'ils ouvrent d'un geste précis, et dans les pêches pulpeuses, ils plantent leurs dents de souris. Ils s'amusent comme des sots à gober les fraises une à une, et dégustent les abricots, les raisins mauves et les prunes. Chaque matin, le père Martin jure bien de les déloger, mais les malfaisants diablotins tout l'été le font enrager. Tirondin garnit l'arbre de Noël. Lorsque Tirondin s'éveilla ce matin-là, dans le vieux hêtre creux de la forêt du bois bossu, c'était la veille de Noël. Il se précipita, émerveillé, à la fenêtre de sa chambre. « Il neige !» hurla-t-il. « Viens vite voir, Aranea !» Et Tirondin souleva son chapeau, sous lequel logeait son araignée magique. Celle-ci sortit prudemment. « Brrr !» fit-elle, « qu'il fait froid !» Et elle retourna vite se blottir sous sa couverture, en serrant une bouillotte entre ses 8 pattes. « Quel temps !» répéta-t-elle d'une voix tremblotante. « Il fait aussi glacial sous ton chapeau que dehors !» Tirondin courut à la cuisine. Mère Torsebranche, sa grand-mère, était en train de préparer un gâteau pour Noël. « Tirondin !» annonça-t-elle, « je vais aller chercher un beau sapin dans le bois. Toi, de ton côté, cours chez Monsieur Trouve de tout, achetez les décorations. » Mère Torsebranche n'eut pas à le dire 2 fois, car Tirondin mourait d'envie de sortir. Il adorait courir dans la neige. Il enfila son manteau et se précipita au dehors. En chemin, il se laissa glisser sur les pentes verglacées
Puis il se batailla à coups de boules de neige avec les chênes chatouilleurs. Finalement, il arriva à la boutique de Monsieur Trouve-de-Tout et poussa la porte. Le marchand était occupé à ranimer son feu. « Approche-toi, Tirondin, dit-il. Que puis-je faire pour toi ?»« Je voudrais ce que vous avez de plus beau pour décorer notre sapin de Noël, » expliqua Tirondin. Monsieur Trouve-de-Tout grimpa sur une échelle et attrapa, entre une pompe à vélo tordue et une pendule en forme de sabot, une grande boîte en carton. Après l'avoir délicatement posée sur le comptoir, il l'ouvrit. Elle était pleine de guirlandes dorées et argentées, de boules de toutes les couleurs, de clochettes et d'étoiles. « Combien coûte tout cela ?» demanda Tirondin. « Rien du tout, » répondit Monsieur Trouve-de-Tout. « C'est mon cadeau de Noël. » Tirondin remercia le brave marchand et sortit en emportant la grosse boîte. Il décida de passer par la rivière gelée, car c'était un raccourci. Mais il avait oublié que la glace, ça glisse. Tirondin fila sur un pied, perdit l'équilibre et s'étala. Dans sa chute, la boîte s'ouvrit brutalement et les boules de Noël roulèrent dans toutes les directions. « Oh, j'ai tout cassé !» gémit le pauvre Tirondin. Aranéa, qui avait été précipité dans la neige un peu plus loin, se releva péniblement et proposa à son ami « Rentrons à la maison, Tirondin. En chemin, je chercherai une formule magique pour tout arranger. » Une fois rentré chez lui, Tirondin constata que le sapin était déjà installé. Un petit mot s'y trouvait suspendu. « Pour Tirondin ». Au verso, il était écrit « Je suis allé chercher du bois pour le feu. Commence à décorer le sapin, mère torse-branche. »« Tirondin !» hurla Aranéa juste à ce moment. « J'ai trouvé la formule !» Et elle exécuta des moulinets avec sa baguette en disant « Tournicotis, perlimpinpin, orne de neuf notre sapin. » On entendit une explosion, mais il ne se passa rien. Du moins, c'est ce que pensèrent Tirondin et Aranéa. « Oh !» soupira Tirondin. « J'avais tellement espéré que pour une fois tu aurais réussi. » À ce moment, ils entendirent Mère Torse-Branche s'exclamer « C'est magnifique, gamin !» Toutes les branches du vieux hêtre creux étaient ornées de guirlandes scintillantes, de jolies boules multicolores, de clochettes et d'étoiles. Il y avait même plusieurs bougies allumées. « Tu as enfin réussi, Aranéa !» s'écria Tirondin. Un peu plus tard, Monsieur Trouve-de-Tout arriva avec un panier plein de bonnes choses. Tous les animaux de la forêt festoyèrent avec eux, et ce fut le plus merveilleux Noël qu'on eût jamais vu dans le bois bossu. Dans ma ferme. Quand j'aurai une ferme, je veux qu'on y enferme 2 vaches laitières, au mur 3 cuillères, 4 pots tout ronds, 5 pintes au plafond, 6 carreaux bien polis, 7 bibelots choisis, 8 théières pour varier, 9 branches de pommier, 10 poules au jardin et des chats très badins qui jouent sans façon auprès d'un enfançon. Le nouveau manteau d'Herminie. Herminie était, comme son nom l'indique, une petite hermine qui vivait en Écosse. Tant que dura l'été, elle arbora un joli pelage brun. Puis l'hiver revint, et chaque jour, il fit un peu plus froid. Herminie était inquiète. Tous les autres animaux de la forêt avaient déjà trouvé un endroit pour hiberner. Avec ses pattes solides, le blaireau s'était creusé un trou profond au cœur de la forêt. L'écureuil avait fait ses réserves de noisettes, puis s'était construit un nid bien douillet tout en haut d'un arbre. Le hérisson, lui, dormait déjà sous une épaisse couche de feuilles mortes qui lui faisait un édredon bien chaud. « Que faire ?» soupira Herminie. « Il faudra tout de même bien que je trouve un endroit pour passer l'hiver. » Des flocons de neige commencèrent à tomber.
Lorsqu'Herminie se secoua pour les faire glisser de sa fourrure, elle constata que celle-ci blanchissait petit à petit. « Je me fais trop de soucis, pensa-t-elle. Peut-être la loutre pourra-t-elle m'aider ?» Herminie se précipita vers l'étang, au bord duquel la loutre habitait, bien cachée entre les racines d'un arbre. « Louloute !» lui cria Herminie. « Réveille-toi, s'il te plaît !»« Que se passe-t-il » demanda la loutre d'une voix endormie. « Je n'ai pas encore trouvé d'endroit pour dormir cet hiver, et je me fais tellement de soucis que j'en attrape des poils blancs. Ne peux-tu pas m'aider ?» pria Herminie. « Mais non, répondit la loutre, et je n'ai pas de place pour toi. » Herminie se dirigea alors vers le tas de feuilles sous lequel dormait Éric le hérisson. « Éric !» appela-t-elle. Mais le hérisson ronflait si fort qu'Herminie n'osa pas le réveiller. Elle alla ensuite chez l'écureuil et supplia. « Rouki, il faut absolument que tu m'aides. »« Est-ce le printemps ?» s'étonna Rouki. « Non, non, » le rassura Herminie. « Mais je cherche un abri pour hiberner, et j'ai tellement peur de devoir rester dehors que j'attrape des poils blancs. » Oui, bien sûr. Mais il faut tout d'abord que je croque quelques noisettes. Où les ai-je donc mises ? Je t'ai vu les cacher au pied du sapin, le renseigna Herminie. Merci, dit l'écureuil, en se mettant à courir dans l'épaisse couche de neige. Mais je ne vois pas comment je pourrais t'aider. Chez moi, il n'y a pas de place. D'ailleurs, je vais me recoucher. Il fait vraiment trop froid dehors. Herminie s'enfuit tristement. Tout d'un coup, elle vit galoper vers elle 2 chevaux sauvages. « Regardez donc où vous allez !» leur lança-t-elle. Les chevaux s'arrêtèrent tout net. « Oh, mais c'est une petite hermine !» s'exclama l'un d'eux. « Elle est presque invisible dans la neige parce que sa fourrure devient blanche en cette saison, » ajouta-t-il. « Toutes les hermines blanchissent donc en hiver ?» s'étonna Herminie. « Mais bien sûr !» répondit l'autre cheval. « Ainsi, les chasseurs ne peuvent les distinguer dans la neige. »« Comme je suis contente !» soupira Herminie. « Moi qui pensais que mon pelage devenait blanc à cause de mes soucis. Car voyez-vous, je n'ai pas encore trouvé d'endroit pour hiberner. » Les 2 chevaux se mirent à hennir de plaisir. « Ta fourrure blanche est un don de mère nature, petite Hermine, » expliqua l'un d'eux. « Nous avons reçu une robe plus épaisse pour l'hiver. Et ni toi ni nous n'avons donc aucun besoin d'hiberner. »« Mais c'est merveilleux !» s'écria Herminie soulagée. « Je suis si heureuse de vous avoir rencontré. » « Et sais-tu que les chasseurs trouvent ton manteau blanc fort joli ?» poursuivit le cheval. « Certaines femmes payent des fortunes pour se parer d'un manteau d'hermine. »« Je suis donc un animal très précieux !» conclut Herminie en riant. Et elle ne se fit plus jamais de soucis. Les armes de David. David arrivait toujours en retard à l'école. Mais un jour, il décida de surprendre son instituteur. Ce matin-là, il se réveilla très tôt. « Le maître n'en reviendra pas !» pouffa-t-il en sifflotant. Soudain, il sentit que quelqu'un le saisissait par les poignets et le tirait brutalement en arrière. Il vit alors 3 êtres bizarres qui hurlaient dans une langue inconnue. Cela avait l'air sérieux. « Lâchez-moi !» s'écria David. Mais les 3 bonshommes le poussèrent vers une grosse boule orange en vociférant. Le pilote de cet étrange engin attendait ses compagnons dans un terrain vague, une arme à la main. Dès qu'ils furent tous à l'intérieur de la boule, celle-ci se mit à ronfler. Puis, elle s'arracha brutalement du sol. David aperçut bientôt un vaisseau spatial aussi vaste que la ville où il habitait.
la boule s'engouffra à l'intérieur. Le capitaine du vaisseau articula très lentement « Montre-nous tes armes. Nous aimerions connaître les moyens de défense des terriens. » « Mais je n'ai pas d'armes, » répliqua David indigné. « Je n'ai que mon cartable. »« Laisse-moi voir, » ordonna le capitaine. « Ah ah, et ça, c'est quoi ?» demanda-t-il en exhibant une loupe. Mais en regardant à travers la lentille grossissante, il s'affola. « Nom de Mars, quelle arme terrible !» Fouillant à nouveau dans le cartable, il y trouva une petite boîte qu'il ouvrit fébrilement. Aussitôt, il se mit à faire des bonds en se grattant avec frénésie, car la boîte contenait un reste de poil à gratter. Quand la poudre eut cessé son effet, le capitaine découvrit dans le cartable une petite boule rouge. « Ma balle magique !» hurla David en la récupérant vivement, et il la lança de toutes ses forces. La balle alla frapper les parois du vaisseau, assommant au passage 2 occupants. Le capitaine commençait à s'inquiéter sérieusement. « Vraiment très impressionnant comme arme !» David, à présent, s'amusait follement. « Et voici mon arme la plus terrible !» déclara-t-il en lançant par terre un flacon de boule puante. Les êtres de l'espace s'évanouirent, tandis que David se pinçait le nez en riant. « Nous allons explorer une autre planète, » décida le capitaine quand il revint à lui. « Toi, terrien, tu peux rentrer chez toi. »« Je serai de nouveau en retard, » soupira David. « Je puis peut-être arranger cela, » proposa aimablement le capitaine. Il fit entrer David dans une espèce de cabine en expliquant « Je vais régler le temps sur 9 heures moins 8. » David perçut un déclic et la cabine se mit à tourner à une vitesse folle. Il ferma les yeux, étourdi, et ne les rouvrit qu'en sentant le sol ferme sous ses pieds. Il se trouvait à l'endroit où il avait été enlevé. Il vit à l'horloge de l'église qu'il était en effet 8h52. Il avait le temps d'arriver à l'heure. Caroline, la poupée de chiffon, découvre le bois. Caroline était une fort jolie poupée de chiffon. C'était la maman de Maryse qui l'avait fabriquée. Caroline pouvait rire et pleurer, chanter et bavarder comme toutes les autres poupées et les animaux en peluche achetés dans les magasins. Pas en français bien sûr, mais dans le langage des jouets. Il y avait surtout une chose dont toutes les poupées de Maryse parlaient souvent. C'était le bois. Il s'étendait non loin de la maison où la petite fille habitait avec ses parents. Chaque fois que Maryse allait y cueillir des fleurs, elle emmenait avec elle l'une ou l'autre de ses poupées ou l'un de ses animaux favoris. Caroline était la seule à n'avoir jamais été au bois. Elle faisait toujours semblant de ne pas en avoir envie. « Je ne me sens pas attirée par le bois, » prétendait-elle. « La nature y est si sauvage. Je préfère de très loin les jardinets bien aménagés. » En fait, elle était malade de jalousie en entendant les autres jouets parler des fleurs et des oiseaux qu'ils y rencontraient. Et elle détournait la tête pour ne pas leur montrer ses larmes. Un jour, Marie s'annonça joyeusement « Mes amis, aujourd'hui, je vais au bois avec maman et papa. Comme nous partons en voiture, je vous emmène tous. » Ce disant, elle ramassa ses poupées et ses animaux en peluche pour les porter dans ses bras jusqu'à la voiture. Mais elle ne remarqua pas qu'elle avait laissé tomber Caroline juste devant la porte d'entrée. La pauvre poupée, en entendant les portières se refermer et l'automobile démarrer, éclata en sanglots. Mais soudain, la porte se rouvrit. Isis, le chien, entra et fonça droit sur Caroline. Il lui caressa doucement les cheveux avec sa grosse patte, puis il la saisit très délicatement entre ses crocs et courut comme un fou à travers les jardins et les champs. Arrivé enfin au bois,
Il y déposa Caroline contre un arbre. Ensuite, il se mit à folâtrer en poursuivant les insectes et les lapins. La poupée regarda curieusement autour d'elle en songeant « Je dois être dans le bois ». Elle était entourée de fleurs de toutes les couleurs et des papillons voletaient gaiement autour d'elle. Sur une branche, Caroline aperçut un beau rouge-gorge. Et dans un buisson, elle entendit le chant harmonieux d'un rossignol. Maintenant que je vois les fleurs et que j'entends les oiseaux, je comprends pourquoi les autres aiment tant le bois, songeait-elle. Lorsque le chien en eut assez de ce événement, il décida de rentrer. Malheureusement, il oublia de ramener Caroline avec lui. La poupée, cependant, ne s'affola pas, même quand il commença à pleuvoir et que ses cheveux de laine furent tout trempés. Bientôt, la nuit tomba. Caroline se mit à contempler la lune de ses grands yeux de verre en attendant patiemment le jour. Il se répétait sans cesse « Je suis dans le bois, je suis restée toute la nuit dans le bois. » Cela, les autres ne l'ont jamais fait. Le lendemain, Marie s'y retourna à son tour. Isis l'accompagnait. Soudain, le chien se souvint de la poupée et il se mit à courir comme un fou. « Isis, ici !» hurla Maryse. « Mais qu'as-tu donc trouvé là ?»« Oh, c'est Caroline !» s'exclama la fillette. « Je l'ai sûrement oubliée hier. Elle est toute mouillée, la pauvre chérie. » Maryse ramena bien vite sa poupée à la maison et l'installa devant un bon feu. « J'ai été toute seule au bois, » raconta Caroline, « et j'y ai passé la nuit. Mais je n'ai pas eu peur du tout. »« Tu es drôlement courageuse, » déclara le chat en fourrure. À partir de ce jour, tous les animaux en peluche et toutes les poupées respectèrent Caroline, la poupée de chiffon qui n'avait peur de rien. En rêve. Lorsque je m'endors, chaque nuit, un joli rêve me poursuit. J'accomplis de folles prouesses pour la plus belle des princesses, que je sauve d'un sort atroce en tuant le dragon féroce qui la retenait prisonnière. Et quand la dame, jeune et fière, que j'enlève sur mon coursier, m'embrasse pour me remercier, elle ressemble cette fille qu'à l'école je trouve gentille. Chaque matin, quand je m'éveille et qu'un nouveau jour sans soleil, je demeure un instant déçu, car ma princesse a disparu. Mais en me levant, je trébuche sur le dragon vert en peluche, ami de mes jeunes années. Et sans plus d'arrière-pensée, je prends le chemin familier qui me transforme en écolier. En classe, m'attend une élève. C'est la princesse de mon rêve.